les idées, les aspirations, les besoins changent, alors que les institutions, c'est encore plus compliqué. On le voit aussi à travers justement ces problématiques qui existent, que ce soit au niveau de l'éducation ou dans d'autres secteurs, où les jeunes se sentent un peu laissés de côté, incompris. Et dès lors qu'on les écoute et qu'on leur apporte l'accompagnement nécessaire, ça se passe tout de suite très bien. Alors, vous le savez, ici, on donne la parole à celles et à ceux qui veulent repenser l'école, l'apprentissage et la manière dont on forme les talents de demain. Mon invitée aujourd'hui est Soraya Lucas, la fondatrice d'EdUp Business School, une école de commerce 100% en ligne, née d'une conviction forte et dont on va parler aujourd'hui dans l'épisode. L'éducation doit se reconnecter au réel. Elle a connu, Soraya, le système de l'intérieur, d'abord comme étudiante un peu perdue, puis comme manager confrontée à une génération brillante, mais désorientée. De cette double expérience, elle a tiré une certitude. On ne peut plus former les jeunes avec les codes d'hier. Alors, avec EdUp, elle veut construire une école qui parle le langage des jeunes, celui du sens, de l'action, de la confiance, tout en les préparant concrètement au monde professionnel. Ensemble, on va donc parler de génération, d'ambition, d'employabilité, mais aussi de regard, d'émancipation et de cette idée toute simple, mais pourtant si importante. Et si l'école cessait de juger pour enfin accompagner ? Bienvenue, Soraya Lucas. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir dans 20 sur 20. On va démarrer effectivement avec cette première question. Et si l'école cessait de juger pour enfin accompagner, vous dites souvent que l'éducation doit se réinventer. Je l'ai dit en introduction, vous l'avez vécu de l'intérieur. Ça n'a pas toujours été facile pour vous. Si vous aviez demain les clés de l'éducation nationale, ou du moins, et je sais que c'est une vaste question pour commencer, ne soyez pas impressionnés, mais qu'est-ce que vous changeriez aujourd'hui au système actuel, dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur, pour l'adapter un peu plus à ce qui vous semble juste pour les jeunes et les élèves aujourd'hui ? Alors effectivement, si on prend les données chiffrées aujourd'hui, on est confronté à 3 problématiques. La première, c'est qu'un étudiant sur 3 décroche. Donc, ce sont des études très sérieuses qui nous donnent ces chiffres. Ensuite, lorsqu'on interroge un étudiant, on se rend compte que 60% trouvent que leur formation reste encore trop théorique, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas avec des clés directement actionnables dans le monde professionnel. Ils n'apportent pas de solutions concrètes à leurs employeurs. Et du côté des entreprises, lorsqu'on les interroge aussi, près de 70% estiment que les jeunes en sortie de cursus, qu'ils soient en alternance ou en formation initiale classique, manquent encore de pratique et donc ne sont pas armés pour répondre aux enjeux du monde professionnel. Donc, si je devais peut-être changer quelque chose, je rapprocherais ces deux mondes en essayant d'actionner pas mal de leviers qui existent aujourd'hui, que beaucoup, heureusement, d'acteurs de l'éducation commencent à mettre en œuvre et qui pourraient très rapidement donner des résultats concrets, qui pourraient être aussi bien bénéfiques et pour les jeunes, pour s'épanouir aussi dans ce monde professionnel, et pour les entreprises, pour qu'elles puissent tirer pleinement profit de leur recrutement. À quel moment, vous avez ressenti le besoin de passer à l'action dans le domaine de l'éducation ? Ça a toujours été votre truc ? Alors, il est vrai que j'ai toujours eu un côté assez pédagogue. J'ai toujours voulu accompagner les jeunes depuis mon plus jeune âge, même accompagner des personnes un peu plus jeunes, etc. Mais je n'étais pas prédestinée à l'éducation. En tout cas, je ne savais pas ce que je voulais faire lorsque j'étais plus jeune, mais ce qui m'a toujours passionnée, c'est l'accompagnement. Oui, l'accompagnement, l'écoute de l'autre, de ses besoins, de ses aspirations. Et par la suite, je me suis beaucoup reconnue dans le modèle managérial. J'ai adoré manager mes équipes. J'ai été très proche de toutes mes équipes. Et le sens de la transmission m'a amenée finalement à vouloir le faire à plus grande échelle et aider la jeunesse à se retrouver dans ce monde professionnel qui lui est encore un peu abstrait aujourd'hui. Alors justement, si vous deviez résumer le problème que vous souhaitiez résoudre avec la création d'EdUp, comment vous le définiriez ?
Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, j'ai vécu la chose de deux angles différents, à la fois en tant qu'étudiante, en tant qu'alternante. Je me souviens toujours de mon arrivée en France, puisque je suis arrivée à l'âge de 18 ans pour mes études supérieures. Et je suis arrivée dans une faculté gigantesque. Je sortais de mon petit lycée à Rabat, au Maroc. Et en arrivant en faculté, je me suis sentie un peu perdue. Je manquais de repères, je manquais d'ancrage. Et je cherchais quelque part, j'aurais beaucoup voulu avoir un mentor, un point de repère que D'accord. je n'ai pas trouvé, en tout cas à ce moment-là. Ouais. Mais par la suite, ce qui a vraiment créé ce déclic, c'est l'alternance, parce que pour mon master, donc j'ai été alternante aussi. Et la découverte du monde professionnel m'a permis justement de rencontrer mes mentors. Ce sont mes managers à mon échelle. Et donc, j'ai beaucoup vécu aussi à travers leur expérience, leur grille de lecture du monde professionnel et la transmission que ces personnes-là m'ont apporté, en tout cas Bien sûr. toute leur expérience, leur expertise. Et donc par la suite aussi, parce que moi-même j'ai vécu en tant que manager et par les besoins des jeunes talents que j'ai recrutés, que j'ai formés, que j'ai managés. Et finalement, c'est aussi ça qui m'a amenée vers EdUp. Mais c'est aussi un constat que j'ai fait, puisque je me suis rendu compte tout au long de ce parcours que l'école ne préparait pas suffisamment, en tout cas l'école telle que je l'ai vécue et telle Mhm. que je l'ai observée, ne préparait pas suffisamment au monde professionnel, Professionnel. que ce soit d'un point de vue compétences pratiques, donc très opérationnel, mais aussi d'un point de vue savoir-être, posture et comment dire, tout ce savoir-être qui fait la différence aussi Mhm. en entreprise, qui nous apprend à gérer notre stress, à prendre la parole, à mener une réunion, un entretien. Et tout ça, ça ne s'apprend pas encore suffisamment à l'école. Et donc, c'est ce que vous faites et c'est ce que vous enseignez à vos élèves chez EdUp. Racontez-nous un petit peu la philosophie de l'école, ce que vous faites. Tout à fait. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on espère faire. Et les premiers retours déjà qu'on a de nos jeunes sont plutôt rassurants. Parce que c'est une Euh, aventure qui est nouvelle. oui, c'est vrai. Quand est-ce que vous EdUp, avez monté ça? Rappelez peut-être à nos... il y a exactement un an, Ah ouais. Septembre, octobre 2024. 2024. Tout à fait. En fait, c'est parti justement de ce constat qu'on pouvait peut-être faire autrement. Ouais. Déjà en écoutant beaucoup les jeunes, parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont à la recherche d'eux-mêmes, de sens dans ce qu'ils font, dans leur pratique, dans leur futur métier, dans leurs études, tout d'abord. Et beaucoup ne trouvent pas leur place. Donc moi-même, j'avais du mal à trouver ma place dans le système tel que je l'ai vécu, tel qu'il était. J'ai dû la créer et j'ai souhaité donner justement cet espace aux jeunes pour pouvoir vivre leurs études supérieures telles qu'ils le souhaitent, avec plus de liberté, Mhm. mais aussi avec beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'humains. Parce que bien Ok. que l'école soit 100% en ligne, on a des masterclass régulièrement avec des mentors qui ont tous la même particularité, c'est qu'ils sont issus du terrain. Donc c'est vraiment le premier point sur lequel on souhaite appuyer, c'est cette expérience terrain. Et aussi à travers un coaching, un accompagnement Ouais. tout au long de leur Scolarité, aventure, presque, scolarité chez nous. Donc en amont, quand ils arrivent, en amont de leur parcours, déjà pour essayer de comprendre leurs aspirations. Donc certains veulent entreprendre, d'autres veulent faire du commerce, d'autres du marketing, de la communication. Donc en fonction de leurs aspirations, on va aussi adapter le parcours puisqu'on a des modules qu'on peut D'accord. C'est un peu sur choisir un mesure, peu à en la fait. carte. Absolument. D'accord. Et à côté de ça, toutes les masterclass qui vont être suivies seront spécialisées aussi. Donc, ceux qui veulent entreprendre, on va insister davantage. Donc, on va faire Génial. appel à des entrepreneurs qui vont partager leur vision très terrain du sujet. Ceux qui veulent faire de la vente, on va faire appel à des experts en la matière. Et c'est aussi comme ça qu'on va les accompagner. Et tout ça se fait en ligne alors?
absolument. C'est une expérience assez spéciale, j'imagine, pour les élèves de vivre une scolarité en ligne. Oui, oui et non, parce que finalement, cette génération est déjà très acculturée Ça, au c'est sûr. digital. Ouais. Donc, ça, on les sort pas vraiment de ce qu'ils savent déjà faire. D'ailleurs, quand ils arrivent sur notre plateforme, on n'a même pas besoin de les former, ils sont tout de suite opérationnels. Ils savent. donc, euh, donc, déjà, c'est un bon point. Ça montre qu'on ne s'est pas trompé sur ce sujet-là. Et puis du moment qu'on leur apporte l'accompagnement qu'il faut, que ça se fasse, je pense, en présentiel ou en ligne, ça ne change pas grand-chose puisque moi-même, bien que j'ai mis les pieds physiquement dans mon université, je ne me suis pas sentie à ma place, je ne me suis pas sentie accompagnée et je me suis beaucoup perdue avant de me retrouver. Donc, ce n'est pas le format qui va changer l'expérience. Je pense que c'est l'intention qu'on y met. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes une école qui parle le langage des jeunes. Quel langage parlent les jeunes aujourd'hui ? C'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait différents langages. C'est surtout une école qui va comprendre ce que le jeune recherche parce qu'elle va l'écouter. Donc, au-delà du langage, je pense que ce qu'attendent les jeunes aujourd'hui avant tout, c'est de l'écoute. Moins leur imposer les choses, plus les écouter sur leurs aspirations, sur ce qu'ils recherchent. On est face à des jeunes à une génération qu'on va très vite qualifier d'impatiente, comment dire, d'impatiente, d'insaisissable, de fragile, mais je trouve ça très péjoratif. Je trouve qu'on est très... on est dur avec cette nouvelle génération. Les adultes sont très durs. D'ailleurs, on voit passer beaucoup de vidéos c'est vrai. que je n'approuve pas tant que ça, parce que quand on leur parle, on comprend juste que ce sont des jeunes qui osent dire des choses qu'on n'osait pas dire, nous, à notre époque. Et encore plus nos parents, les générations passées. Ce sont simplement des jeunes qui cherchent du sens dans ce qu'ils font, qui veulent trouver du sens, qui veulent que ça serve à quelque chose, qui ont des convictions fortes. Et dès lors qu'on les écoute et qu'on leur apporte l'accompagnement nécessaire, ça se passe tout de suite très bien. C'est ce qu'on voit, nous, tous les jours. Quand on leur donne cet espace de parole et d'écoute, forcément, ça réagit et ça donne de beaux résultats. Quand vous échangez justement avec ces étudiants, qu'est-ce qu'ils vous disent le plus souvent de leur rapport à l'école avant d'arriver chez EdUp ? Est-ce qu'ils ont fait, dans leur majorité, le même constat que vous, initialement, avec un rapport à l'école peut-être un peu compliqué ou dubitatif par rapport au fait qu'effectivement, elle ne formait pas forcément au métier qu'ils souhaiteraient exercer ? Alors, ce qui est particulier chez EdUp, c'est qu'on a énormément de profils complètement différents. D'accord. On va avoir le petit jeune de 18 ans, même 17 ans des fois, qui sort du lycée, donc qui est en post-bac, jusqu'à certains qui ont 30, 40, 50 ans et qui sont en reconversion. Oui. Donc, c'est vrai que le profil type n'existe pas parce qu'on ne les met pas dans des cases, en fait. On ne regarde pas le point de départ, on regarde vraiment leur projet et on voit aussi quelle est leur volonté. Il suffit finalement de volonté pour accomplir plein de choses. Et à partir de là, on les accompagne. Alors oui, leurs expériences et leur vécu n'est pas le même, leur trajectoire non plus. Mais on essaye d'écouter chacun. Alors, le jeune qui sort du lycée, forcément, on en a certains, oui, qui ne se retrouvaient pas dans leur parcours. On en a d'autres qui ont voyagé, qui avaient d'autres projets, qui ne comptaient pas poursuivre leurs études. Certains qui ont déjà démarré qui ont commencé à travailler, mais avec qui souhaitent une vie professionnelle déjà bien active. C'est ça, tout à fait, mais qui souhaitent changer de parcours. D'autres qui recherchent des compétences pour pouvoir monter leur projet. Donc, il n'y a pas vraiment de profil type chez EdUp.
C'est une génération, ou en tout cas, puisque vous avez plusieurs générations chez EdUp, est-ce que ce sont des profils qui ont plus tendance qu'à une époque à monter leur entreprise, à innover, à... Complètement, Ouais, complètement, vous le on le sentez, voit. ça? Ah oui, on le voit d'ailleurs quand on a voilà, des points avec nos coachs et qui nous remontent des retours terrain. On voit souvent des jeunes qui s'inscrivent chez nous parce qu'ils ont besoin de compétences utiles. Et comme c'est quelque part aussi notre promesse, c'est Ouais. de n'enseigner que ce qui est utile et ce qui va servir. Eh Bien sûr. bien, un entrepreneur a besoin de créer son site web, il a besoin de réaliser une étude de marché, il a besoin d'aller chercher ses clients, de les connaître avant tout, d'aller les chercher, de les fidéliser. Et ça s'apprend, tout ça. Bien sûr. Et c'est vrai que cette génération ose plus facilement l'entrepreneuriat que les générations précédentes. Comment ça s'explique, ça? C'est un phénomène de société? C'est une mode? Je pense qu'il y a un peu des deux, mais c'est toujours une volonté. Je pense que ça a beaucoup été amené aussi par les réseaux aujourd'hui, parce qu'ils ont des mentors, peut-être plus qu'avant. Ils ont des exemples, ils voient qu'on entreprend de plus en plus jeune et qu'on est capable d'entreprendre même en étant jeune. Tout à fait. Mais ils sont très lucides sur leur capacité à le faire et sur le fait qu'ils doivent se faire accompagner. D'accord. Souvent, en fait, quand ils viennent nous voir pour un projet entrepreneurial, ils ne viennent pas forcément chercher des entreprises ou à se faire recruter par la suite. Ils viennent avec une idée et un besoin de se former à une compétence qui va leur être utile par la suite. Intéressant. Parce qu'à une époque où, aujourd'hui, effectivement, sur les réseaux sociaux, les entrepreneurs dubaïotent notamment, pullulent sur Internet avec des promesses à leur communauté de gagner des 1000 et des 100 rapidement et sans trop d'efforts. Ça peut aussi donner une version et en tout cas une vision assez biaisée de l'entrepreneuriat. Oui, c'est vrai, mais bizarrement, on ne le voit pas beaucoup, nous, à notre échelle en tout cas. On voit plutôt des jeunes, en tout cas ceux qui viennent nous voir et ceux qui s'adressent à nous, sont très lucides justement et très réalistes sur, sur leur capacité à aller chercher des... Et puis bon, je pense que c'est un phénomène qu'on commence quand même bien à appréhender aujourd'hui. Puisqu'on voit que c'est pas si facile que ça et que ça nécessite quand même... C'est sûr. Sinon, tout le monde le ferait. Oui, tout à fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent du sens. On en parle régulièrement dans les épisodes de podcast sur 20 sur 20, mais par ailleurs, plus largement dans les médias, les enquêtes, au-delà de ça, internationales notamment en parlent et l'attestent. Comment une école et une dirigeante d'école comme vous peut-elle concrètement leur en donner du sens à ces jeunes ? Je vais peut-être me répéter, mais effectivement, du sens, c'est beaucoup d'écoute aussi de leurs aspirations, parce que quand on parle de sens, il y a plusieurs compréhensions qu'on peut avoir du sens. Est-ce que ces générations recherchent du sens pour pouvoir donner à leur tour quelque chose ? Est-ce que c'est du sens dans l'impact que ça aura aussi derrière, dans leur carrière ou sur la société. Bien sûr. Cette recherche de sens est, je pense, très subjective et dépend de chacun. Donc, je pense que ça démarre par l'écoute. Nous, on essaye à notre échelle, de notre compréhension, en tout cas de ce sens, de répondre à des besoins très opérationnels, très concrets des entreprises, des jeunes par le biais de leurs compétences et aussi du marché, parce qu'on voit les évolutions, on voit tout ce que la technologie nous apporte, tout ce qu'elle nous réserve pour les années futures, notamment avec l'IA, la robotique et tout ce que ça va apporter. Donc, finalement, on essaye simplement d'écouter et de répondre au mieux à ces évolutions. Sacré sujet, celui du sens, de trouver pourquoi on fait ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est presque une question philosophique à laquelle l'école, quand je dis l'école, c'est vraiment évidemment la maternelle, les cours préparatoires et puis le secondaire même, a du mal à
répondre et laquelle aussi les entreprises ont parfois du mal à appréhender, du mal à concevoir. Vous, ce que vous dites en tout cas, c'est que les jeunes ne veulent plus seulement un diplôme, mais une employabilité réelle. On est dans un contexte aussi qui n'est pas facile en France, aujourd'hui à l'heure où on se parle. À quoi ressemble donc une école qui peut y parvenir vraiment, l'école de l'employabilité? C'est justement en enseignant aux élèves les compétences à la fois humaines, ce qu'on appelle habituellement les soft skills, ou les compétences psychosociales, et les compétences techniques dont ils vont avoir besoin dans leur métier de manière très, très opérationnelle? Oui, ça en fait partie effectivement. En tout cas, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, parce que finalement, la réponse peut être apportée en partie par l'école, puisque la réponse à cette problématique dépend des trois parties, de l'école, de l'entreprise et du jeune, ou Bien sûr. en tout cas de l'apprenant. Mais nous, à notre échelle, effectivement, c'est traduire les besoins de l'entreprise, les aspirations des jeunes et arriver à trouver un langage commun de ces deux parties-là, parce qu'il faut l'avoir. Forcément, les entreprises vont recruter les générations futures. J'espère que ça ne s'arrêtera pas. C'est pas prêt de s'arrêter, en tout cas. Et c'est marrant parce que j'ai eu une discussion récemment dans le cadre d'un forum des entrepreneurs à Marseille avec un entrepreneur qui me disait, mais justement, on a du mal à comprendre les codes de ces jeunes et on a du mal à les appréhender. Et il nous faudrait, nous aussi, des formations justement pour arriver à parler le langage des jeunes. La fameuse Gen Z. C'est ça. Et effectivement, je pense que l'école peut avoir ce rôle, surtout dans le cadre de l'apprentissage, puisqu'on est à la fois au contact de l'entreprise, donc des managers, des employeurs et des jeunes. Je pense que l'école peut vraiment être le trait d'union entre ces deux mondes et arriver à créer quelque part une cohérence entre et les aspirations et les besoins et répondre de manière plus globale à ces enjeux-là. Faire parler tous ces petits mondes qui ne sont pas toujours évidents sur des enjeux de communication aussi et sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et de quoi j'ai besoin et qui peut m'y aider, etc. Tout à fait. Faire la liaison, je comprends. Selon vous, est-ce que les jeunes ont changé plus vite que les institutions? Ou est-ce que c'est l'inverse? Je pense que oui. Alors peut-être que ma réponse... Oui, les jeunes ont changé plus vite que l'institution. Oui. C'est-à-dire que forcément, les institutions, c'est une grosse machine à démarrer, à faire changer. Et alors que les jeunes, ça change tous les jours. Ils sont portés par énormément déjà par les évolutions technologiques. On le voit, ne serait-ce que de génération en génération. C'est sûr. Ça change énormément, c'est impressionnant. Mais moi, je me sens des fois dépassée par des plus jeunes que moi qui ont 5 ans, de moins que moi. Au sein d'une même génération. Au sein d'une même génération. Donc, c'est assez surprenant, effectivement, cette vitesse à laquelle les idées, les aspirations, les besoins changent. Alors que les institutions, c'est encore plus compliqué. On le voit aussi à travers justement ces problématiques qui existent, que ce soit au niveau de l'éducation ou dans d'autres secteurs, où les jeunes se sentent un peu laissés de côté, incompris. Effectivement, oui. Je pense que... Il y a encore un peu de travail à faire là-dessus. Alors vous, votre parcours, il est tout sauf linéaire. Comment ce chemin, que je comprends avoir été parfois un peu chaotique, a façonné votre manière de voir les jeunes aujourd'hui, de voir l'éducation et surtout de voir les compétences dont ils ont besoin? On a commencé à en parler tout à l'heure, mais dans les épisodes récents qu'on a tournés sur 20 sur 20, je ne sais pas si c'est une tendance ou si c'est un constat que tous ou presque font, mais il y a un vrai travail sur ces compétences humaines. On a reçu Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID récemment, qui nous disait « Je déteste le mot soft skills, mais en revanche, parce qu'elles sont tout sauf peu importantes, elles sont essentielles et de plus en plus à l'ère d'aujourd'hui où les compétences techniques sont obsolètes entre 6 mois à 2 ans. Donc c'était intéressant. Étienne Klein aussi nous disait la même chose, d'autres.
est-ce que votre parcours vous a fait aussi dire que, oui, quelque part, les compétences de demain sont des compétences plus humaines que techniques? Complètement. Complètement. Alors, effectivement, mon parcours n'a pas été linéaire. Je me suis toujours ennuyée à l'école. Je n'ai jamais, Ah oui? depuis toute jeune, je n'ai jamais été épanouie complètement C'était pas votre truc? sur les bancs. Non, pas du tout. Alors, en revanche, dans des matières qui me laissaient, qui laissaient libre cours à mon imagination, à ma créativité, je m'épanouissais beaucoup plus facilement. Par exemple, en philo, plus jeune, en français, j'avais une prof que j'adorais et parce que justement, elle nous accompagnait dans elle nous laissait, elle laissait nos esprits s'exprimer. Ouais. Et c'est là, je pense que c'est ça qui me gênait et qui me gêne toujours un peu dans l'éducation, c'est le fait de renfermer un peu chacun dans des cases. Bien sûr. Et il y a un problème de méthodologie aussi, je pense. C'est que l'éducation aujourd'hui continue à demander aux jeunes de mémoriser des cours, de mémoriser des chapitres, mais les prépare moins à réfléchir, à avoir un esprit critique et à trouver des outils. Mmh. Or, les entreprises demain, ce qu'elles vont demander aux jeunes, c'est pas de réciter leurs cours de marketing, c'est de réfléchir Ouais. et de trouver des solutions et d'actionner des outils. Et c'est aussi un peu ce qui m'a poussée à vouloir faire autrement parce que moi-même, je me suis ennuyée jusqu'au bout, sauf pendant mon alternance parce que j'étais en entreprise et j'étais au contact du monde réel. D'accord. Et c'est ça qui a tout changé? Et c'est ça qui a tout changé. C'était la petite étincelle qui a réveillé un petit peu votre parcours et C'est votre ça. envie de... Et je me suis dit, mais en fait, ça doit arriver bien en amont. Moi, j'ai fait ça pour mon master, donc plus tard. Mais je me suis dit, en fait, cette immersion dans le monde professionnel, on peut l'amener bien en amont de la fin de cursus ou des stages de fin d'études, etc. Donc, effectivement, ajouter de l'immersion, pareil, les soft skills, je trouve que c'est encore trop peu laissé comme des modules bonus. Et souvent, on parle beaucoup de soft skills, mais ils font pas partie pleinement du programme. C'est plus c'est des briques qu'on ajoute qui font bien. C'est ça. Or, nous, notre programme est fondé justement sur ces soft skills. Quand on parle commercial, on va tout de suite parler de posture, on va tout de suite parler de gestion du stress, de prise de D'accord. parole. Forcément, parce que c'est intimement lié. Oui. C'est la moitié du travail. Certes, il y a une technicité à avoir, mais si on ne sait pas l'exprimer, si on ne laisse pas libre cours aussi à sa personnalité, C'est ce que j'allais vous dire. on perd quelque part de notre côté humain. Ouais. Il y a encore là aussi beaucoup de choses à faire pour faire de ce que vous faites aujourd'hui peut-être quelque chose d'assez universel dans l'enseignement supérieur. Est-ce que vous pensez qu'on sous-estime le pouvoir du réel? Quand je dis réel, c'est du terrain, par exemple, de la confrontation aux difficultés, dans la formation d'un jeune, d'un individu? On la sous-estime. Alors, effectivement, en la laissant de côté, quelque part, on la sous-estime. Parce qu'aujourd'hui, on la laisse encore beaucoup trop de côté. Heureusement, il y a beaucoup d'acteurs qui se rendent compte de sa capacité à transformer les jeunes et donc qui les mettent tout de suite en pratique, qui leur permettent aussi de s'immerger dans le monde professionnel. Ouais. Mais oui, je pense que c'est encore sous-estimé. Sinon, on le verrait partout. L'alternance a été un vrai tournant pour vous dans ce cadre et conjuguer le pouvoir du réel, du terrain, la confrontation aussi. L'alternance est un excellent moyen de faire tout cela, de se rendre compte de la réalité d'une entreprise, d'un métier, de pouvoir allier à la fois formation théorique et pratique avec une confrontation à ce qu'il se passe dans un métier qu'ils souhaitent ou qu'ils envisagent d'exercer, ces jeunes. Qu'est-ce que l'alternance vous a appris que l'école n'a pas su vous transmettre? Mon métier. Mon métier premier. Ouais. L'école, effectivement, m'a enseigné des théories, des concepts, des matrices. Bon, c'est bien que je n'ai
pas utilisé d'ailleurs, ou C'est très triste. peu. Euh, oui, mon métier, je l'ai appris sur le terrain, je l'ai appris à travers mes clients, à travers mes mentors, à travers mes managers, à travers Ouais. le monde professionnel dans sa globalité, l'humain, beaucoup l'humain, et à travers la pratique. Et je l'ai appris dès ma première semaine en entreprise. Et tout de suite, je me suis rendu compte que finalement, il va falloir. Enfin, je me suis tout de suite dit bon, effectivement, vu le programme qui t'attend, il va falloir que tu te formes de ton côté, sinon Ouais. tu n'arriveras pas à répondre aux besoins de ton entreprise. Et phénomène, je l'ai vu à plusieurs reprises à travers mes collègues, à travers les jeunes que j'ai vus passer et qui n'avaient pas les outils pour répondre aux besoins des entreprises et donc qui allaient le faire à travers des tutos, à travers des formations en ligne. Ah oui, Ça, quelque part, ça nous montre qu'on manque encore d'outils concrets bien sûr. dans le monde de l'éducation. Les profils qui composent aujourd'hui la première promotion d'EDUP, qui sont-ils? Est-ce que vous vous reconnaissez un peu en eux? Oui, dans certains, effectivement, à plusieurs étapes de ma vie, on va dire. Qui sont-ils? Alors, ils sont très différents. On va avoir des jeunes de 18 ans qui sortent du lycée et qui sont déjà très lucides sur ce qu'ils veulent faire. D'accord. Qui recherchent voilà, des métiers des postes dans les métiers du commerce, du marketing. On va avoir des personnes un peu plus âgées en reconversion ou qui reprennent leurs études. Donc on a par exemple certains qui ont arrêté depuis longtemps, qui n'avaient pas prévu initialement de poursuivre après le bac et qui s'y remettent Ouais. 10 ans après. Et puis, on va avoir des profils plus âgés qui ont déjà une aventure professionnelle derrière eux et qui souhaitent se reconvertir professionnellement et donc qui cherchent à se former pour pouvoir répondre à ces besoins, à leurs besoins. Bien sûr. Voilà. Tout ça, c'est une nouvelle aventure pour eux, c'est aussi une nouvelle aventure pour vous. Qu'est-ce que, dans l'imaginaire public, on a parfois, sans doute, même moi, et qui travaille dans ce merveilleux secteur de l'éducation et de l'enseignement depuis plus de 10 ans maintenant, on a malgré tout du mal à se rendre compte de ce que c'est que de créer une école. J'imagine que c'est une technicité, beaucoup de papier, de Oui, travail en amont. souvent avec mes cofondateurs, on se dit mais heureusement qu'on nous avait pas dit tout ce qui nous attendait. Ah ouais. D'un On point de vue l'aurait pas fait. administratif. Oui, c'est vrai que l'administration française, c'est quand même quelque chose. Bah oui, j'imagine. Ah oui. Et ça, on ne le sait pas forcément. Alors moi, effectivement, je viens du monde de la formation, mais pas de l'éducation supérieure. J'ai eu des postes très terrain, dans des fonctions très opérationnelles, puis stratégiques. Mais j'ai fait de la formation pendant 10 ans. Et quand j'ai eu ce déclic, je me suis dit, bon, allez, on y va. Et c'est finalement l'émotion aussi qui a fait que, parce que j'avais besoin d'être au contact des jeunes, de les accompagner. Voilà, ça m'appelait. Et puis, j'ai découvert par la suite tous les écueils administratifs. Et donc, il y a à la fois toute l'ingénierie pédagogique qui, elle, est extraordinaire. J'ai rencontré des formateurs, des intervenants. J'ai eu des partenaires extraordinaires et voilà, l'aventure tient aussi à ces rencontres finalement. Mais à côté de ça, effectivement, il y a une lourdeur administrative qui est considérable, surtout en France, et qu'on subit. Mais bon, après, il y a probablement des raisons pour lesquelles ça existe. Ouais. Mais voilà, effectivement, c'est quelque chose. Alors, c'est quoi la suite, justement, pour EDUP? La suite, c'est déjà de continuer à accompagner les jeunes, d'ouvrir de nouveaux cursus aussi, de les accompagner à plus grande échelle, parce qu'on voudrait... on a vocation à aller au national, on n'est pas encore sur toutes les villes, donc on continue notre expansion. D'accord. Peut-être aller aussi sur le marché africain, francophone. Ouais.
puisque voilà, forcément, j'en Ça ai fait écho à discuté votre histoire, à mon par ailleurs. exactement, et aussi un réel besoin, puisqu'on Oui, voit qu'il y a énormément. Moi-même, peut-être que si j'avais eu la chance d'avoir une formation en ligne à mon époque, avec des mentors en France qui pouvaient oui. peut-être me partager aussi leur expertise, leur expérience, peut-être que j'aurais fait des choix différents. Après, je regrette pas d'être venue, heureusement. Ma vie est là. Oui. Mais peut-être que ça peut répondre aussi à des besoins, permettre à, aux jeunes, peu importe leur localisation, de se former et de justement donner une certaine forme d'égalité des chances aussi, peu importe où on J'imagine. est. Il y a encore plein de choses à faire. Vous avez des concurrents sur ce marché-là? Oui, mais beaucoup moins qu'en France. Ouais. Donc c'est peut-être un peu plus facile de se lancer là-bas et de réinventer le modèle. Oui, je pense que ce qu'on entend par concurrence, c'est des acteurs sur le marché. Après, on a tous des propositions différentes et on touche pas les mêmes, comment dire, les mêmes personnalités, les mêmes aspirations. Bien sûr. Donc oui, il y a un marché et il y a des jeunes aussi qui sont en attente. Donc je pense qu'il Il y a plein de choses y a à plein de faire. choses à faire, oui. Qu'est-ce qui vous a le plus surprise ou ému depuis le lancement de cette première promotion, Soraya? Ému positivement Ou pas. ou pas? Mais je vous souhaite que ce soit du positif. C'est la rencontre de ces jeunes. Ouais. Je pense que c'est le plus beau cadeau parce que c'est vrai que quand on se lance, on attend ce moment. Je pense que c'était notre rentrée, notre première rentrée, parce qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé sur les programmes, sur la plateforme, sur les outils qu'on met à disposition, l'IA, sur la plateforme, sur les programmes, les parcours. Mais quand on rencontre les jeunes et qu'on voit finalement qu'ils apprécient, Bien sûr. beaucoup nous ont fait rapidement des feedbacks, que ce soit sur les intervenants, sur les programmes, sur l'expérience pédagogique, ça n'a pas de prix. Donc quand on voit effectivement qu'on les accompagne aussi et qu'on les aide à se trouver, à trouver peut-être souvent leurs entreprises, je pense que c'est le plus beau des cadeaux, c'est de voir que notre mission a une utilité et de voir ses impacts tout de suite. Voilà. Soraya, je vais maintenant passer à une deuxième partie et dernière partie de l'interview où je vais vous poser des questions plus courtes qui demandent des réponses un peu plus courtes. Avec cette première question, est-ce que vous préférez le diplôme ou l'expérience? L'expérience. La qualité la plus importante pour réussir dans l'éducation en France? La ténacité. Une chose que vous changeriez dans l'enseignement supérieur? Je mettrais plus d'immersion. Votre vision de l'éducation et de l'enseignement supérieur dans 20 ans? Waouh. J'espère qu'il sera plus proche de l'employabilité et de l'emploi en général. Un livre, un film, quelque chose qui vous a inspiré ces dernières années dans la création de ce parcours entrepreneurial? À la recherche du bonheur. Ouais, c'est intéressant. Une compétence que tout le monde devrait apprendre? Une compétence que tout le monde devrait apprendre. Oser. Je ne sais pas si c'est une compétence. C'est probablement... Quelque chose que vous aimeriez insuffler, en tout cas, à Oui. cette nouvelle génération. Parce que souvent, on reste sur des a priori, on reste sur des peurs, des craintes. Alors que quand on ose, on n'a plus le choix que d'avancer. Le prof ou la prof qui a changé votre vie? Ma prof de français, à laquelle je pense très souvent C'est vrai? d'ailleurs, en primaire. Elle m'a fait aimer la littérature, elle m'a donné vraiment énormément, comment dire, d'esprit critique aussi. Elle a éveillé cet esprit critique dès le plus jeune âge. Et oui. Vous vous en servez comme base aujourd'hui? Oui. Dernière question, Soraya Lucas. Si vous deviez passer le flambeau du micro de 20 sur 20 à une personne, une autre personne, pour parler des sujets que nous avons évoqués aujourd'hui, à qui pensez-vous?
Ce serait à Laurie ou Joris, mes 2 cofondateurs. L'invitation est envoyée. Merci infiniment, en tout cas, Soraya, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On vous souhaite tout le meilleur pour la continuité de ce beau projet. Et puis revenez nous voir dès que vous avez des nouvelles. Merci pour l'invitation, j'étais ravie d'être parmi vous.